Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. En 2013, pour qualifier l'histoire des relations entre l'Église et l'État, le regretté cardinal Torrent utilisait deux images. D'une part, celle de la séparation imposée, la fameuse séparation de 1905, et d'autre part, l'image de l'apaisement négocié. En effet, depuis près d'un siècle maintenant, l'Église de France, mais aussi la papauté, semblent osciller entre ces deux pôles, avec naturellement plus ou moins de nuances, plus ou moins de particularités liées à des contextes et des époques différentes. Que furent les relations entre la papauté et la République? Quelle fut la portée du ralliement au régime républicain? Pourquoi la séparation de l'Église et de l'État et comment l'Église s'est-elle accommodée de cette séparation? Comment enfin l'Église a composé avec l'État français après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Martin Dumont et Emmanuel Tawil. Martin Dumont, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions à Sorbonne Université. Donc vous êtes historien, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question. Vous avez tout d'abord cette thèse, le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français au lendemain du ralliement 1890-1902, paru chez Honoré Champion. Et alors il s'agit d'un ouvrage universitaire, bien évidemment, plus accessible, beaucoup plus grand public, on va dire, La France dans la pensée des papes, paru aux éditions du Cerf, qui couvre en fait la période, on va dire, contemporaine. Emmanuel Tawil, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, spécialiste des questions juridiques entre l'Église et l'État, spécialiste d'histoire également. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Le dernier, tout d'abord, Culte et congrégation, paru chez Dalloz, une première édition, mais plus dans notre sujet, laïcité de l'État et liberté de l'Église. Nous serons en plein dans ce sujet. Enfin, le recueil des accords en vigueur entre la France et le Saint-Siège, avec une préface d'Alain Dejamet, paru au Cerf dans la collection Patrimoine. Alors, je m'adresse à vous, Martin Dumont. Il y a dans votre ouvrage une expression que vous utilisez, c'est le lien charnel qui existe entre la papauté et la France. C'est une spécificité française, ce lien charnel ? Je pense que oui. Enfin, pour moi, il y a un lien très fort qui existe depuis très longtemps entre la France et la papauté. Alors, on peut remonter, bien évidemment, au Moyen-Âge, à Pépin le Bref, et donc au soutien apporté par, on va dire, la royauté au pape. Il y a des moments de tension à travers les siècles, mais on peut observer, en fait, à partir de la rupture révolutionnaire, et on va dire le début du XIXe siècle, d'un lien très fort entre la France et entre les catholiques français, on va dire, et la papauté. Et inversement, aussi entre les papes, du fait qu'ils reçoivent un soutien, en tout cas qu'il y a cet amour pour la papauté, les papes considèrent que la France est un peu leur fille chérie. Voilà. Donc il y a vraiment une spécificité. On a eu cette expression qui est née au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, de fille aînée de l'Église. L'expression de fille aînée de l'Église, c'est une expression contemporaine ? Oui, c'est une expression qui est née après la Révolution, à peu près dans les années 1820. On l'attribue souvent au père Lacordaire, mais en fait, il s'agirait plutôt d'Ozanam. On le retrouve dans des lettres d'Ozanam. On avait déjà dans l'Ancien Régime, la papauté s'adressait au roi comme étant le très chrétien, le fils aîné éventuellement de l'Église. Mais on passe après la Révolution. En fait, on passe du roi à la nation tout entière. Et c'est une expression qui va être
qui est popularisé, on va dire, par Léon XIII. C'est une volonté, en quelque sorte, de renouer une sorte de fil cassé par la Révolution ? Oui, on peut le voir sous cet angle-là, effectivement, de maintenir. Il y a eu une rupture et on essaye de revenir sur cette rupture en montrant des marques d'affection particulières en fait pour la France tout au long du 19e siècle. Alors je me tourne vers vous, Emmanuel Tawil. Ce qu'il y a d'important et ce dont les auditeurs ne se rendent pas forcément compte, c'est la finalité. Le thème, c'est la République face à la papauté. Quelle est la finalité des relations entre la papauté d'une part et la République d'autre part ? Les finalités sont assez classiques au fond. Il s'agit d'assurer un statut à l'Église de France, à l'Église en France, et puis aussi indirectement pour l'État d'avoir un regard sur le fonctionnement de l'Église en France. L'État, même si ce n'est pas toujours avoué, l'État a toujours une volonté osons le mot, de contrôle. Alors un contrôle qui est un contrôle bienveillant quand les périodes sont plutôt favorables à l'Église, un contrôle qui peut être moins bienveillant. Mais l'État ne se désintéresse pas de la vie de l'Église catholique. Et en cela, il y a une continuité avec la monarchie, puisque la question du gallicanisme, elle ne date pas d'hier. Enfin, elle ne date pas de l'époque contemporaine. Je crois que vous avez entièrement raison, il y a une continuité. La rupture révolutionnaire est une parenthèse, hein. Ce n'est pas vraiment une rupture de ce point de vue. L'État continue, tout au long du XXe siècle, à s'intéresser au fonctionnement de l'Église. Ce n'est pas un hasard si, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce n'est pas un hasard si, au moment de la reprise des relations diplomatiques en 1920, la question qui est la première traitée, la première réglée, c'est la question des nominations épiscopales. Et ce n'est pas non plus un hasard si, avant la séparation, au moment de la rupture des relations diplomatiques, la question qui a donné lieu le plus directement à la rupture, c'est la question des nominations épiscopales, c'est-à-dire la volonté de l'État de contrôler ou d'avoir au moins un regard sur la nomination des évêques. En fait, il s'agit de définir ce qu'on appellerait les libertés de l'Église. Alors, je suis presque gêné de répondre à cette question. L'État ne va pas définir les libertés de l'Église. De commun accord avec la papauté, s'entend. Oui, voilà, on peut le dire comme ça. En tout cas, fixer les champs d'action de l'Église dans la société française. Alors, on va sortir du concept et on va aller dans la chronologie, on va plonger dans la chronologie. On peut dire que cette histoire, elle commence mal. Nous sommes au début de la République et tout le monde connaît le mot de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Cela n'augure rien de bon, en fait, dans les relations entre, d'une part, le Saint-Siège et, d'autre part, la République. Oui, absolument. Ce qu'il faut bien voir, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel Tawil, en fait, c'est simplement qu'il y a un concordat entre le gouvernement, entre la France et le Saint-Siège, et ont été rajoutés par Napoléon les articles organiques, et qui, on va dire, corsettent la vie de l'Église, en France. On a donc des moments plus ou moins bons, plus ou moins agréables. Et puis donc la République s'installe. On a une République conservatrice, hein, c'est MacMahon qui est au pouvoir. Et puis on a les élections en 1876 qui sont marquées par une action particulièrement voyante, on va dire, du clergé. Il y a on va dire la crise du 16 mai, hein, donc en 1877. Qui aboutit finalement à la démission des conservateurs, de nouvelles élections, et ce sont les républicains les plus avancés, en tout cas on va dire une république républicaine, voilà, qui arrive au pouvoir avec cette idée qu'il faut libérer en fait la société française de l'emprise du cléricalisme. Et la première tâche qui est à mener, c'est de libérer la jeunesse. Donc ça va porter sur des questions d'éducation, on peut dire. Voilà. Donc c'est ça aussi l'intention de Gambetta, quand il dit le cléricalisme, c'est voilà l'ennemi, c'est de limiter strictement
l'action du clergé, que ce soit en politique, mais également l'action du clergé dans des congrégations religieuses enseignantes. Donc cette histoire commence véritablement mal, parce qu'il y a une volonté anticléricale. Oui, absolument. Emmanuel Tawil? Je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être dit, sinon que le régime concordataire existe donc depuis le début du XIXe siècle et il va perdurer jusqu'en 1905. Et il a malgré tout une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'il est mis en œuvre, les mêmes textes sont appliqués dans des contextes politiques extrêmement différents. Pendant la période du ralliement, les textes sont appliqués avec une certaine bienveillance. Dans les années qui ont immédiatement suivi la victoire des Républicains après la crise du 16 mai et puis la perte du Sénat en 1879, dans cette période-là, le régime concordataire n'est pas appliqué dans une vision bienveillante. Quand Combes va vouloir appliquer les textes de façon stricte, ce sera justement pour ne pas les appliquer de façon bienveillante. Donc attention, au-delà des textes, sur un siècle de pratique, il y a des époques différentes, et donc les textes peuvent donner l'impression d'être plutôt sévères, plutôt des instruments de contrôle, mais à certains moments, il y a de la souplesse. C'est très important, parce qu'au fond, ça montre la qualité du concordat, le fait qu'il peut y avoir des moments plus difficiles et des moments où, au fond, il y a cette flexibilité et cette souplesse. C'est aussi la marque de ses limites. C'est à la fois la marque de sa force. Il a survécu, et il a survécu à tout. Il est toujours en vigueur en Alsace-Moselle, malgré un siècle de plus de pratique. Et donc, il faudrait beaucoup pour que le concordat disparaisse en Alsace-Moselle. Le concordat, il est toujours là. Mais c'est aussi sa limite. C'est-à-dire que pour assurer pleinement la liberté de l'Église, il faut que les choses soient précisées. Or, le concordat, il n'est pas extrêmement précis sur tout. D'ailleurs, comme l'a dit Martin Dumont... Sur quel sujet, pardon, je me permets de vous couper, sur quel sujet il y a des points d'achoppement très concrètement? Alors, les questions de traitement, par exemple. Le concordat n'est pas précis sur les questions de traitement. Les questions de traitement des ministres du culte. Le concordat prévoit que sont rémunérés par l'État les évêques et les curés seulement, et pas les autres ministres du culte. Or, dans le système concordataire, la plus grande partie des ministres du culte catholique ne sont ni curés ni évêques. Donc la grande masse du clergé a un statut qui, au fond, n'est pas aussi protecteur que cela. En tout cas, le concordat ne protège pas toutes les rémunérations. Il y a des incertitudes sur le régime de la propriété ecclésiastique, puisque en droit français, ce ne sont pas les personnes juridiques canoniques qui sont reconnus, mais des établissements publics du culte créés dans le cadre du droit français, et avec un certain nombre de limites, notamment des restrictions quant à la possibilité pour les établissements publics du culte catholique de posséder des biens de rapport. Et tout au long du XIXe siècle, la question va se poser. Et donc, concrètement, la bienveillance de l'État... à certains moments, elle permet à l'Église de bénéficier vraiment de sa liberté de gestion, de bénéficier d'une véritable liberté, alors que si l'État veut être tatillon, l'État peut être tatillon et peut véritablement s'ingérer dans les affaires ecclésiastiques. C'est le cas des nominations épiscopales, par exemple. Il y a des incertitudes quant au pouvoir réciproque de l'un et de l'autre, mais l'État peut embêter l'Église s'il a envie. Alors, je dois réaliser le défi de traiter un siècle entier, XXe siècle, compris de ces rapports entre la République et la papauté. J'aurais fait un petit bond dans le temps. Vous évoquiez tout à l'heure le ralliement. C'est un paradoxe incroyable, parce que d'un côté, vous montrez... Voilà, cet esprit anticlérical depuis l'arrivée des républicains au pouvoir. Et d'autre part, la papauté tient à se rallier
à la République. Elle le fait à un moment particulier, 1890, le toast d'Alger du cardinal Lavigerie. Que représente ce ralliement pour le Saint-Siège ? C'est une sorte de concession politique pour pouvoir avoir des largesses par ailleurs ? Votre question est... Orientée. Non. J'allais dire, c'est provocateur, pratiquement, mais non, j'aime bien les sujets comme ça. Non, mais c'est-à-dire que le Saint-Siège, il faut voir... il y a deux choses qu'il faut voir, en fait. Le Saint-Siège est, depuis 1870... le pape se considère comme prisonnier au Vatican depuis la chute des États pontificaux. Le Saint-Siège est isolé sur la scène internationale et il va chercher des alliés, effectivement, pour la résolution de la question romaine. Ça, c'est un point. Le pape va essayer de se tourner à un moment vers l'Allemagne, et puis il va aussi essayer de se tourner vers la France pour, non pas... En fait, à partir du moment où en fait, on imagine que derrière le ralliement, il y a des calculs politiques, il faut aussi voir. En fait, il y a deux choses. Il n'y a pas de calcul politique. Ce que le pape veut et qu'il voit, principalement, c'est l'état du catholicisme en France, la menace que font peser sur les catholiques le combat anticlérical. Il est très clair, et moi je pense, je l'ai dit régulièrement, que le pape n'avait pas d'intention en arrière-plan, il n'avait pas d'arrière-pensée en demandant d'arrière-pensée politique, en demandant le ralliement des catholiques à la République. Son idée, en fait, c'est de considérer qu'il y a des régimes, c'est de faire la distinction, en fait, strictement entre constitution et législation, entre forme du gouvernement et lois qui peuvent être votées. Ça, c'est ce qui est dit explicitement dans l'encyclique Au milieu des sollicitudes, donc de février 1892, sur lequel il revient encore quelques mois plus tard, dans notre consolation, la lettre aux cardinaux français, qui est extrêmement claire. Il explique bien vraiment cette chose, cet aspect-là, parce que quand Léon XIII va demander aux catholiques, donc d'abord par la voix du cardinal Lavigerie, donc le toast d'Alger, ça suscite un tollé. Lavigerie se fait insulter dans les journaux. Il a parlé donc, devant la marine française, qui est composée en majorité, on va dire, de monarchistes, donc apprécié assez peu qu'on vienne leur dire, écoutez, ça y est, c'est terminé, il faut reconnaître la forme du gouvernement existant en France. Donc, si vous voulez, c'est un vieux débat qui est arrivé depuis, dès les années 1890. On a imaginé que Léon XIII avait des idées politiques en arrière-plan, que le pape allait demander en fait à la France d'intervenir auprès de l'Italie, auprès de différents gouvernements, pour récupérer ces États pontificaux. En fait, la situation est beaucoup plus compliquée, et donc on ne peut pas vraiment trancher de cette manière. Donc l'image d'un Léon XIII pape libéral, elle est à nuancer fortement. Elle n'est pas nuancée, Elle n'est pas. Elle n'a pas lieu d'être. Et c'est en fait, j'essaye moi de montrer que le pape Léon XIII tient, on va dire, les deux bouts. C'est un pape qui est doctrinal. Il n'y a pas une ligne différente entre Pie IX, Léon XIII et Pie X après. Et donc on a vraiment strictement sur la doctrine, on a vraiment strictement la même ligne. Simplement, Léon XIII se rend compte de la situation, qu'est-ce qui se passe. En fait, on a tendance à ne voir que la France, mais il faut aussi voir ce qui s'est passé dans d'autres pays. C'est une tradition déjà dans l'Église de reconnaître les changements de gouvernement, à condition qu'ils ne soient pas... Voilà. Tant que l'Église est traitée convenablement, il y a eu la situation de l'Espagne, il y a eu aussi également en Irlande, où Léon XIII a demandé aux catholiques français de reconnaître les changements de gouvernement et la situation existante. Même Pie X, d'ailleurs, oui, plus absolument. tard, qui arrive au pouvoir en 1903, dit que le gouvernement, en quelque sorte, importe peu. Oui. Pie X, lui, n'est absolument pas, n'est pas monarchiste, il le dit lui-même. Alors déjà, quand il condamne la séparation, et puis même ensuite, lorsqu'il condamne les cultuels, enfin les associations cultuelles, il revient sur le sujet et il dit non, on nous prête des sentiments hostiles à la forme du gouvernement existant en France. On imagine qu'on soutiendrait des partis hostiles au gouvernement.
je m'élève avec force contre... Enfin, nous nous élevons, pardon, parce qu'il emploie le nous de majesté, nous nous élevons avec force contre cette idée, ce sont des faussetés. Voilà. Pour lui, il importe peu. La forme du gouvernement importe peu. Notamment ce pourquoi il s'est élevé contre la séparation, c'est que c'est la rupture unilatérale en fait, du Concordat, donc un traité liant deux parties, la France. Mais si on fait le bilan, alors vous allez me dire, on peut faire un bilan à court, moyen et long terme du ralliement. Sur le court terme, en soi, ça peut apparaître comme un échec. Objectivement, c'est effectivement un échec. L'idée de Léon XIII, c'était notamment pas forcément de sauver le Concordat, mais en tout cas de d'ôter tout prétexte aux républicains pour combattre l'Église. De considérer que, en fait, on pouvait être, on va dire les choses en schématisant, mais qu'on pouvait être à la fois catholique et républicain, ça posait pas forcément de problème. L'idée, c'était surtout de ne donner aucun prétexte aux républicains pour casser pour rompre le Concordat. Voilà. Alors je me tourne vers Emmanuel Tawil sur la séparation que vous commenciez à évoquer. Il y a là aussi un autre paradoxe dans cette séparation, parce que elle est voulue par la France, on est d'accord, rupture des relations diplomatiques, mais où est le paradoxe, c'est que l'Église, en quelque sorte, retrouve une liberté. La papauté est renforcée, c'est la fin du gallicanisme. Donc, est-ce que la séparation n'est pas une demi-victoire pour l'Église, malgré tout ? Sur le long terme, avec une vision un siècle après, on peut avoir ce type de lecture. Voyons aussi le contexte dans lequel elle survient. L'Église a perdu énormément de patrimoine en 1906. Le patrimoine ecclésiastique a disparu. Ce qui a disparu, alors contrairement à ce que croient la plupart des gens, et on l'entend régulièrement, ce n'est pas les églises qui ont été nationalisées en 1905-1906, à la suite du refus des associations cultuelles. Les églises, les édifices du culte, pour la plupart d'entre eux, appartenaient depuis le décret de 1789, appartenaient à l'État et aux communes, et très rarement au département. Ce qui a été nationalisé, c'est un patrimoine d'immobilier. C'est-à-dire, ce sont quand on voit... D'où la querelle des inventaires. Alors, les inventaires, c'est un bel exemple de mauvaise compréhension. Les inventaires ont été ajoutés dans la loi de 1905 par un parlementaire, à l'initiative d'un parlementaire qui voulait préserver les droits du clergé sur les biens. Et donc, ça s'est retourné contre l'Église. Et ça s'est retourné contre... Oui. Ça ne s'est pas vraiment retourné contre l'Église. L'idée, c'était d'arriver à déterminer ce qui appartenait aux établissements publics des cultes et qui allait pouvoir devenir la propriété des associations cultuelles qui devaient prendre la suite des établissements publics des cultes. C'était ce que prévoyait la loi. Et la loi de 1905 prévoyait donc un transfert patrimonial assez important des établissements publics des cultes vers les futures associations cultuelles. La loi prévoyait même un mécanisme de pension qui devait continuer à bénéficier aux ministres du culte pendant de nombreuses années après la loi de séparation. En refusant les associations cultuelles, c'est tout ce patrimoine et puis c'est ce système de pension que l'Église catholique, dans l'immédiat, a perdu. Et c'est d'ailleurs pour ça que les évêques de France, dans leur très grande majorité, étaient prêts à accepter les associations cultuelles. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la réaction de Saint Pidis, de mémoire. Je préfère le bien de l'Église, à savoir sa liberté, plutôt que les biens de l'Église, à savoir le patrimoine immobilier. C'est là où est tout le paradoxe. Et Aristide Briand dit Pidis est le seul à avoir compris. Alors, Pidis, la loi de 1905 n'a pas été rédigée comme un instrument de lutte contre l'Église. C'est aussi tout le paradoxe.
la loi de 1905, c'était une loi de séparation qui se voulait violente. Seulement, comme c'est toujours le cas lorsqu'il y a un véritable débat parlementaire et que sont en jeu les libertés fondamentales, mais le texte initialement très restrictif de liberté, mais il est difficile devant une assemblée parlementaire de le défendre. Et donc, les parlementaires ont considérablement modifié le texte de la loi de 1905. Le résultat des débats parlementaires n'est pas profondément liberticide, du moins pas aussi liberticide que le texte d'origine. Et à cela ajouter la totalité des textes qui ont été adoptés dans la suite de la loi de 1905, notamment la loi du 2 janvier 1907 qui permet le maintien de l'affectation légale des édifices du culte. C'est beaucoup plus nuancé. Pie X avait sans doute, et les archives le montrent, deux éléments en tête. D'abord, éviter la contagion. Ce point-là est très, très important. Il s'agissait d'éviter de donner l'impression que l'Église pouvait laisser faire, que la papauté pouvait laisser faire par l'État n'importe quoi, et une rupture unilatérale. Et donc, pour éviter la contagion, il fallait avoir une position ferme sur les affaires de France. Et puis, Pie X avait aussi un autre point de vue que les évêques de France quant au rapport aux religieux. Pie X avait conscience que les évêques de France n'avaient pas, pour la totalité d'entre eux, étaient véritablement des soutiens des religieux après la loi de 1901, qui était, elle, une véritable loi de lutte contre les congrégations religieuses. Et incontestablement, cet élément-là, il a joué. Soyons clairs, il y a beaucoup d'évêques dont Pie X se méfiait. Et ça apparaît aussi d'évêques français dont Pie X se méfiait. Et ça apparaît très clairement dans les archives, lorsque l'on consulte notamment les notes qui ont été prises, je pense au supérieur général des Assomptionnistes, qui a vu pendant toute la période très régulièrement le pape, et qui a pris à chaque fois des notes. Après chaque entretien, il a pris des notes de ce que le pape lui avait dit, et on voit très clairement que le pape se méfie d'un certain nombre d'évêques. Martin Dumont, cette séparation, là aussi, paradoxalement, c'est un renforcement de la papauté. Les catholiques français, au fond, au-dessus d'eux, ils avaient l'État et puis la papauté. Maintenant, ils sont rattachés directement à la papauté. Il y a tout un mouvement depuis la fin du XIXe siècle de renforcement du souverain pontife. C'est le cas après la loi de séparation de l'Église et de l'État ? Oui, absolument. On peut observer, Emmanuel Tawil me dirait que peut-être, il est plus spécialiste que moi, mais je dirais qu'on peut observer un peu le même phénomène qu'au moment du retour de Pie VII à Rome. C'est-à-dire que la séparation entraîne un regain d'affection des catholiques français pour la papauté. On considère que les catholiques français considèrent qu'ils ont un gouvernement persécuteur, et donc il faut se tourner vers le pape comme étant une sorte de guide spirituel et comme un père, en fait. Et après, sur la séparation comme étant aussi une libération pour l'Église de France, il faut voir que la fin du Concordat, il y avait une interprétation toujours plus restrictive des articles organiques, ou en tout cas de l'application du Concordat, et que la séparation permet aussi à Pie X toute une série de nominations d'évêques en France, des évêques, on va dire selon son cœur, en tout cas des pasteurs. Et de ce côté-là, ça ouvre aussi, ça fait un appel d'air, enfin de l'oxygène qui est pour le catholicisme français. Alors le temps court malheureusement. C'est la fin des relations diplomatiques. Jusqu'en 1920, ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue entre les deux parties sur la période ? Le dialogue est compliqué.
Le dialogue est compliqué parce qu'il faut qu'il ait lieu nécessairement pour un certain nombre de sujets. Vous savez qu'à cette époque-là, la France exerce un protectorat, ce qu'on a appelé le protectorat religieux au Levant, au Moyen-Orient. Et donc, il y a nécessairement besoin de délimiter le rôle de la France dans les affaires ecclésiastiques en Orient, enfin en Orient, Moyen-Orient, proche et Moyen-Orient. Et donc, il y a nécessairement des liens. Et puis, il y a les pieux établissements de France aussi. On a toujours les pieux établissements de France qui se trouvent être rattachés, non plus à l'ambassade Saint-Siège, à l'ambassade de France près de Saint-Siège, puisqu'il n'y en a plus, mais à l'ambassade de France près auprès du royaume d'Italie. Donc, il y a nécessairement des contacts. Mais ces contacts ne sont pas suffisants. D'ailleurs, on va le voir au moment, après la guerre, en 1918, quand le gouvernement français va essayer de nommer des évêques pour Strasbourg et pour Metz. Le choix du gouvernement se porte sur des évêques qui sont susceptibles d'être acceptés par le Saint-Père, et pourtant, il y a une forme de blocage qui tient au fait que les procédures ne sont pas suivies. Pourquoi ne peuvent-elles pas être suivies ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de relations diplomatiques. Et donc, il est clair, après 1918, il est clair qu'il faut immédiatement rétablir les relations diplomatiques pour pouvoir faire en sorte d'avoir un fonctionnement normal. Nous célébrons cette année le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Cette canonisation, c'est le symbole de cette réconciliation entre la papauté et la République ? Alors, il faut attendre encore un peu. Donc, c'est-à-dire que le rétablissement des relations est seulement en 1921, mais ça permet à Benoît XV, effectivement, la canonisation. C'est pas une canonisation politique, mais ça permet à Benoît XV de montrer, disons que la canonisation prend une dimension assez extraordinaire à Rome. Il y a une ambassade extraordinaire qui est nommée, c'est Gabriel Hanotto, qui va à Rome, accompagné de 80 parlementaires. Donc c'est quand même, il y a une foule assez considérable. Le gouvernement demande explicitement en fait à être représenté, ce qui d'ailleurs est assez amusant parce qu'au moment des négociations, il y a l'annonciature à Paris qui entre dans le cadre des négociations, et donc c'est le cardinal Gaspari qui mène les négociations. Et quand le gouvernement demande à être, émet le souhait d'être représenté à Rome pour la canonisation de Jeanne d'Arc, cardinal Gaspari dit en fait, tiens, l'annonciature, ça serait bien qu'elle passe effectivement en annonciature de première classe, voilà, c'est-à-dire le plus haut, enfin au sommet dans les normes, voilà. Et parce que c'est quelque chose qui était encore en cours de négociation. Et en fait, la canonisation de Jeanne d'Arc, la présence du gouvernement français, il va y avoir l'annonciature qui entre en jeu. Mais donc, c'est simplement, il y a un mouvement parallèle qui s'opère entre ce qui se passe dans l'Église et ce qui a lieu aussi en France, par rapport à Jeanne d'Arc. Et simplement, la canonisation permet de montrer qu'on ne désire qu'une chose des deux côtés, et de la part du gouvernement et de la part du pape, c'est de renouer des relations saines et oui, d'autant entières. plus qu'un pays comme l'Angleterre avait des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et la France, fille aînée de l'Église, ne les avait pas. Non, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que le rétablissement des relations diplomatiques fait l'objet d'un mythe. Nous sommes convaincus qu'il y a eu, à l'occasion du rétablissement des relations diplomatiques, du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, une sorte d'accord international pour rétablir les relations. Au point qu'on le lit, on l'écrit, on le dit, enfin, c'est quelque chose qui est une idée commune. Et quand l'ambassadeur Bertrand Dufourcq a cherché le texte, à l'occasion d'un colloque, a cherché le texte de ce document, que tout le monde croyait, dont tout le monde était certain de l'existence, il s'est aperçu que ce document n'existait pas. Et donc il n'y a jamais eu d'accord, formellement, pour rétablir les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Un accord dont on parle depuis presque un siècle, en réalité, n'existe pas. Il n'est donc pas dans votre recueil des textes entre le Saint-Siège et la France. En revanche, ce qui est dans la liste des accords, c'est le premier accord qui est conclu après le rétablissement des relations diplomatiques, à l'occasion du rétablissement des relations diplomatiques, c'est un accord sur les nominations épiscopales. Puisque l'État souhaite absolument récupérer
une forme de contrôle, enfin un système de pré-notification officieuse sur les nominations des évêques. Donc l'État a un droit de regard, au demeurant assez limité, sur les nominations des évêques. Alors je laisse de côté la condamnation de l'Action française qui a été considérée par beaucoup comme une sorte de second ralliement. On pourra peut-être faire une émission sur le sujet. Et en fait, la France entre dans une période de compromis, de pacification. Il y a ce moment, juste après-guerre, sur les évêques, la question de la collaboration qui va être réglée intelligemment par le cardinal Roncalli, futur Jean XXIII. Je voudrais m'arrêter sur Pie XII, sur le moment Pie XII. Le moment Pie XII, c'est l'idée d'une saine laïcité qui va être un peu remise d'ailleurs au goût du jour avec Benoît XVI dans ce qu'on a appelé la laïcité positive. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette saine laïcité de Pie XII ? C'est une spécificité française, là aussi, que de se tourner et de renforcer le lien en développant de tels concepts ? Alors, je pense qu'il vaudrait mieux laisser Emmanuel Tawil parler, mais je peux simplement dire une chose, c'est que, effectivement, déjà juste après-guerre, il y a une déclaration des cardinaux et archevêques, donc en 1945, qui parle de la laïcité de l'État, mais il y a tout un appareil conceptuel qui est en arrière-plan, qui est extrêmement intéressant, qui mériterait presque une émission. En tout cas, ça mériterait de longues explications. Et puis donc, Pie XII, effectivement, évoque cette saine et légitime laïcité de l'État, tout en ayant en arrière-plan, quand on lit le texte du discours, il y a un appareil conceptuel et doctrinal qui est en arrière-plan, qui montre qu'il y a encore une évolution assez longue. Mais ce que je voudrais juste préciser, c'est qu'en fait, on a déjà eu une évolution avant, en tout cas, il y a déjà eu des ouvertures, déjà de la part de Pie XI, sur la question de la laïcité, en disant que donc au moment, en fait, c'est l'encyclique Maximum Gravissimumque sur les associations diocésaines, où il précise exactement ce qu'il entend par laïcité. Il y a toute une série, au cours du XXe siècle, de textes pontificaux sur cette question de la laïcité ouverte, on va dire, enfin, une conception ouverte qui est acceptable de la part de la papauté. Alors, je me permets malgré tout de rebondir, et je vous laisserai la parole après Emmanuel Tawil, mais est-ce que ce concept de laïcité est la conséquence, au fond, des totalitarismes, la reconnaissance aussi de la démocratie par le Saint-Siège, donc la conséquence des totalitarismes qui mêlaient précisément le religieux et l'État dans une même idéologie? Alors pour moi, pour avoir lu un certain nombre de textes de Pie XII, effectivement, très clairement, il y a une évolution. Quand on voit qu'est-ce qu'il peut dire aux ambassadeurs de France, lors de la remise des lettres de créance, il y a une évolution très nette entre 1939-1940 et 1944-45. C'est très net. Au début même, 1940, il évoque dans un discours la Révolution nationale qui a lieu en France sous le gouvernement Vichy. Et puis, très rapidement, en fait, on comprend ce qui se passe en France, et on arrive à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y a cette perception du totalitarisme qui entraîne une évolution de la pensée, en tout cas de la manière de s'exprimer de Pie XII sur le sujet. Emmanuel Tawil. Martin Dumont a presque tout dit. Juste compléter sur un point pour le resituer. Le moment où les évêques français, en 1945, sont amenés à se prononcer sur la question de la laïcité, parce que le premier vrai gros texte important et imposant, doctrinalement construit sur la laïcité du point de vue de l'Église catholique, c'est cette déclaration de 1945 des cardinaux et archevêques français. Et ce texte est très important parce qu'il accepte l'idée de laïcité. Dans quel cadre ? Dans le cadre des débats de l'Assemblée constituante. On est en réalité à un moment charnière. Apparaît à la fin de 1945, vient d'être élue la première constituante, celle qui ne va pas aboutir, comme vous le savez, mais qui n'aboutit pas parce que les Français refusent le premier texte, la première constitution de 1946 par référendum. Mais à cette occasion, en droit constitutionnel français, on va poser le principe de laïcité de l'État. La question, c'est de savoir si les catholiques peuvent accepter un texte constitutionnel
qui contient une référence à la laïcité de l'État. Alors les évêques disent, oui, à condition que la laïcité, ce ne soit pas le totalitarisme, que la laïcité, ce ne soit pas le caractère non religieux, la lutte contre la religion, le laïcisme. Mais en revanche, si la laïcité, c'est le fait de ne pas imposer dans un pays divisé de croyances une seule religion, si la laïcité, c'est le fait d'être neutre, dans ce cas-là, les catholiques peuvent accepter la laïcité sans aucun problème. Mais alors se pose la question scolaire dans votre propos, parce qu'un des problèmes, un des conflits entre la papauté dans les années 30, entre le fascisme d'une part et le fascisme italien et la papauté, ça a été la question de l'enfance. Et la question scolaire constitue un des piliers des négociations entre la France et la papauté. Alors, pour l'Italie, oui. Pour la France, c'est surtout un point de discorde depuis le 19e siècle, la question scolaire. En tout cas, en 1946, on est encore dans l'héritage qui est séculaire, de questions délicates. La mainmise de l'État sur l'appareil scolaire face à la volonté de l'Église d'avoir une liberté qui lui permette d'avoir ces établissements scolaires. La question congréganiste, la question de la liberté des congrégations religieuses, elle n'est pas dissociable. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1946, au même moment que l'adoption dans la Constitution de 1946 du principe de laïcité de l'État, on adopte aussi un principe de laïcité de l'école, qui est conçu par les partis de gauche, les partis les plus laïques, comme étant un instrument de lutte contre l'Église. Et la véritable rupture avec cette tradition-là et la véritable paix scolaire, c'est au moment de l'adoption de la loi Debré, lorsque, au début de la Ve République, est adopté ce système qui permet l'association de l'école catholique. Parce qu'on a beau être neutre et laïque, il est clair qu'en France, par tradition, l'enseignement privé, c'est l'enseignement catholique. Donc l'association de l'enseignement catholique au service public de l'enseignement. Et au même moment, un texte dont on ne parle jamais, qui est un texte de niveau réglementaire, un simple décret qui établit les aumôneries dans l'enseignement public secondaire et qui rend possible ce que le décret lui-même appelle l'instruction religieuse, et il le rend possible dans des locaux scolaires. Donc la question scolaire, elle est tempérée, elle est pacifiée, mais pas sous la 4e République, il faut attendre le général de Gaulle. Martin Dumont, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette idée de saine laïcité ? Oui, alors simplement dire que c'est un contexte italien et il ne faut pas le voir comme étant un discours. Le mot de saine laïcité, c'est un contexte italien. Mais en tout cas, le discours de Pie XII, c'est dans un contexte italien, c'est pas à destination de la France. Mais ça peut être appliqué effectivement à la France et ça sera appliqué bien plus tard. Par rapport à la France, mais c'est dans un contexte italien par rapport aux évêques. Enfin, voilà. Moi, je voudrais juste simplement dire aussi un point sur la question scolaire. Et c'est une question qui pose tellement problème qu'il y a même une grève. En fait, il y a les évêques de l'Ouest décident d'organiser la grève de l'impôt face à ce qui leur apparaît comme étant justement une atteinte intolérable en fait au droit des enfants à bénéficier d'une instruction religieuse. Et voilà, la neutralité de l'État en matière scolaire est contestée par les évêques de l'Ouest. Et il semble que Rome justement n'appuie pas le mouvement. L'ouverture des archives Pie XII devrait, moi j'aimerais, quand la situation le permettra, aller consulter les archives justement sur ces points. On a déjà un certain nombre d'éléments, mais voir quelle est l'attitude en fait de la papauté par rapport à ce mouvement des évêques de l'Ouest. La laïcité positive, c'est un moment tel que l'a défini Benoît XVI en face de Nicolas Sarkozy. C'est un moment éphémère. Attention, l'auteur de la formule, ne jamais l'oublier, c'est Jean-Pierre Chevènement en 1997. C'est Jean-Pierre Chevènement qui, en 1997, emploie pour la première fois la formule laïcité positive dans un contexte qui est celui de l'ordination épiscopale de Monseigneur Doré à Strasbourg. Et Jean-Pierre Chevènement dit la laïcité positive est quelque chose qui est partagé dans l'ensemble de l'Europe. Et elle est définie comme la liberté religieuse, je résume, et comme une valeur commune à l'ensemble des pays européens. Et comme vient de le dire Martin Dumont, c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve la saine laïcité, la saine et légitime laïcité,
qu'à l'occasion du centenaire de la loi de 1905, on va encore développer. Et puis c'est aussi dans ce contexte, en 2003, 2002, 2003, 2004, que Nicolas Sarkozy s'approprie le concept de laïcité positive, qui sera repris par Benoît XVI dans un nombre de textes relativement, plus importants qu'on ne le croit, puisqu'il y en a 3 ou 4. C'est intéressant parce que ça montre au fond que la France, qui a une pensée, a influencé la pensée du Saint-Siège en matière de politique. Oui, en tout cas, c'est assez amusant de penser que, d'une certaine façon, Jean-Pierre Chevènement est presque un père de l'Église. Même s'il n'est pas cité dans les textes de Benoît XVI, il manque Jean-Pierre Chevènement. Peut-être un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Il y a les questions scolaires, on a vu qu'il y avait la question difficile de la nomination des évêques. Aujourd'hui, les relations, elles sont davantage, on va dire, entachées par des questions de morale. Il y a eu l'avortement, il y a eu dernièrement la manif pour tous. C'est un élément essentiel et un point de friction entre la papauté et le Saint-Siège, entre la papauté et la République, pardon. En tout cas, c'est... Comment dire ? Rome n'intervient pas forcément directement dans les affaires françaises, mais Rome n'apprécie pas. Voilà, si je peux dire les choses de manière très courte, c'est-à-dire qu'en fait, quand les ambassadeurs vont être reçus à Rome, Rome essaye de faire comprendre que le législateur n'a pas forcément vocation à avaliser tout ce qui peut être réclamé par la société française. Il faut que le législateur ait en vue le bien de la société entière. Et je pense à des interventions de Jean-Paul II, mais aussi Benoît XVI, recevant des ambassadeurs, je crois que c'est Bernard Cassegian, et qui lui dit bon voilà, on est déjà dans un contexte. Et, bon, il y a eu le Pax qui avait été voté, mais même François en fait aussi revient sur ce sujet. On voit qu'il y a effectivement la situation est fragile à Rome et Rome est régulièrement inquiète. Enfin, la papauté est inquiète par rapport à la situation française. Quand le pape François avait parlé de la France est la fille d'une église, certes, mais pas forcément la plus fidèle, on était en 2016, il y avait eu déjà, donc effectivement, la loi sur le mariage pour tous, il y avait eu une crise diplomatique assez longue, et on sent très bien que le climat à Rome n'est absolument pas indifférente à la situation française, contrairement à ce que certains pourraient laisser penser. Non, la France est suivie, le pape est attentif à la situation française, et on peut dire qu'il ne perd pas une occasion de le montrer, mais dans un sens comme dans un autre, de montrer qu'il y a toujours cette affection aussi de la papauté pour la France. Pour terminer, Emmanuel Tawil, je commençais l'émission avec cette phrase du cardinal Torrent. En tous les cas, c'est deux pôles. D'une part, la séparation imposée, et d'autre part, aujourd'hui, un apaisement négocié. Cela traduit bien ces relations au XXe siècle ? Cela traduit bien les relations depuis 1920, oui. En tout cas, nous sommes dans une période d'apaisement depuis 1920. Il y a eu une période un peu plus longue que simplement la période 1905-1920 de tension. Donc oui, la synthèse est assez juste. Après, je voudrais juste dire un complément, mais le choix de nos ambassadeurs à Rome, quand la France choisit un ambassadeur à Rome, c'est aussi des choses qui sont importantes. Nous avons actuellement un ambassadeur, une ambassadrice, Madame Béton-Delegue, qui est un de nos meilleurs diplomates, qui a été choisi aussi par sa connaissance de la langue espagnole, et qui est en contact direct avec les institutions du Saint-Siège, avec le pape. Sans doute le choix d'une personne qui parle espagnol était-il important. Et le choix des personnes est aussi un bon signe. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, j'ai bien conscience de votre frustration d'avoir balayé une telle période, mais nous ne manquerons pas à l'avenir peut-être d'apporter des focus à la fois sur la condamnation de l'action française dont on n'a pas parlé, le ralliement et puis cette séparation. Vos ouvrages respectifs, Martin Dumont, donc aux éditions du Cerf, La France dans la pensée des papes, un livre très accessible qui permet de découvrir véritablement cette relation, ce lien charnel que vous évoquiez en début d'émission. Et pour ceux qui veulent aller vraiment
vraiment plus loin, le résultat de votre thèse, donc, le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français au lendemain du ralliement 1890-1902 chez Honoré Champion. Emmanuel Tawil recueille des accords en vigueur entre la France et le Saint-Siège, donc vous êtes juriste, je le disais tout à l'heure, aux éditions du Cerf, dans la collection Patrimoine. Chez Artege, que nos auditeurs connaissent bien, laïcité de l'État et liberté de l'Église. Nous sommes dans le sujet. Liberté est bien au singulier et non pas au pluriel. Je parlais des libertés de l'Église tout à l'heure, mais il s'agit bien de la liberté de l'Église. Et enfin, votre dernier ouvrage, Culte et congrégation, paru chez Dalloz. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission d'Au risque de l'histoire. N'hésitez pas aussi à vous reporter aux autres émissions sur ktotv.com. Merci et à très bientôt.